Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre première édition du podcast du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, plus connu sous le nom de CRLDHT. Notre invité du jour est Maître Brahim Belrif, avocat inscrit au barreau de Tunis, mais aussi fervent défenseur des droits humains, puisque vous êtes inscrit à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans le cadre de ce premier podcast, nous allons nous intéresser au rapport publié le 31 janvier 2025 qui s'intitule « Tunisie 2021-2024, coup d'arrêt à la transition démocratique et montée des périls ». Donc je vais vous poser quelques questions, Maître, puisque vous avez participé à la rédaction de ce rapport. Bonjour, Maître. Bonjour. Du coup, je vais vous poser quelques questions concernant le rapport. Pourquoi avoir choisi de publier ce rapport maintenant ? Pourquoi avoir choisi de publier maintenant ? Il est vrai que les événements en Tunisie défilent à une vitesse vertigineuse en ce qui concerne les atteintes aux droits de l'homme. Il est vrai aussi qu'on a, depuis 2021, depuis le coup d'État, on a tendance à croire que c'est du provisoire et qu'on va en finir bientôt. Mais force est de constater qu'il s'agit bien et bien de la contre-révolution qui s'installe. Donc on retrouve nos vieilles habitudes, si j'osais dire, c'est-à-dire la documentation classique en matière de droits de l'homme, qui est une forme de plaidoirie aussi et qui peut servir de base si jamais, j'espère bien, bientôt qu'on aurait une justice transitionnelle une autre fois. Ce rapport en serait une référence, je l'espère en tout cas. Totalement, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution de la Tunisie ces dernières années ? Ces dernières années, je vais me limiter à l'après-coup d'État de Kais Saied, c'est-à-dire après le 25 juillet 2021. C'est cette obstination de ce président à détruire tous les acquis de la révolution, donc la transition démocratique, les institutions. Il est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ces projets ou sur ces mesures ou même ces textes, mais lui, là, voilà, il s'agit pas... Parfois, je me dis, est-ce que c'est une césarienne ou c'est un avortement ? Absolument, c'est un avortement, il n'y a pas photo. Justement, vous nous parliez du 25 juillet 2021. Donc, est-ce que vous pourriez relater ce qui s'est exactement passé à cette date-là pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent se situer un peu plus dans le contexte en Tunisie ? Oui, d'accord. On était en phase de transition démocratique après la révolution de 2011. Il y a un semblant de stabilité concernant la démocratie et les élections comme seul moyen de changement de pouvoir. Seulement voilà, la Constitution de 2014 et les textes qui sont promulgués et surtout leurs applications s'est avérée auto-bloquante, c'est-à-dire qui a créé un constat qui n'est pas vraiment positif. D'une part, il n'a pas répondu aux attentes de la révolution, l'économie, le chômage, le développement, et d'autre part, une pratique politicienne qui est très mal vue et qui a vraiment bloqué la transition démocratique elle-même, profitant de tout ça et d'un contexte régional et international, c'est-à-dire il ne faut pas oublier que la Tunisie était le premier et le dernier pays du printemps arabe où les contre-révolutionnaires n'ont pas pris le dessus. Donc, on a des pays du Golfe, l'Égypte, l'Algérie. Personne n'avait vraiment intérêt à ce que la transition démocratique prospère. Il y a eu certainement un feu vert de l'Occident
Et M. Kais Saïed s'est emparé du pouvoir au prétexte qu'il applique l'article 80 de la Constitution. Bon, il y a eu le 25 juillet le matin, il y a eu des protestataires dans la rue, mais c'était pas vraiment, lui il parle d'1 million et quelques, c'est pas vrai, il y a eu quelques centaines, c'est vrai, ça dépend selon la ville dont on parle, mais c'est pas le nombre statistiquement qui est vraiment signifiant. Une mise en scène donc qui est programmée. Paraît-il, il y a des services d'intelligence étrangère qui sont immixés. Voilà, donc, et M. Kais Saïed déclare qu'il prend des mesures au sens de l'article 80 de la Constitution de 2014. Alors justement, vous parliez de l'article 80 de la Constitution. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer ce que ça permet exactement, cet article, et comment Kais Saïed a utilisé cet article pour instaurer son coup d'État autoritaire, et s'il l'a respecté dans l'esprit ou pas? Écoutez, primo, l'article 80, c'est un article qui organise l'état d'exception. Donc voilà, c'est un article qui énonce des procédures bien définies et bien détaillées. Donc il n'y a pas question d'interpréter l'application. On l'applique tout simplement à la lettre. Ce qui a manqué à faire M. Kais Saïed d'une façon très rustre. Et il est toujours dans le déni. Et il a même eu le courage, ou c'est pas le culot, pardon le mot, de dire que qui ose dire que c'est un coup d'État doit regagner les bancs de l'université de droit. Donc, mais malheureusement pour lui, l'article 80 est un texte très clair, c'est un texte de procédure et qui ne peut pas être objet d'aucune interprétation. Totalement. Du coup, juste pour... D'ailleurs, officiellement et juridiquement, il est jugé que c'était un changement inconstitutionnel de pouvoir en Tunisie et que c'était une violation de l'article 80. C'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui le dit dans son arrêt 17-2021 du 22 septembre 2022. Donc voilà, qui ordonne d'ailleurs à la Tunisie de retourner à la démocratie constitutionnelle. Voilà, donc, et c'est assez rare qu'une cour s'attaque à un coup d'État aussi frontalement. Merci beaucoup. Du coup, vous parliez de la Constitution de 2014, et il y a eu une nouvelle constitution en Tunisie le 25 juillet 2022, donc qui a été instaurée le 25 juillet 2022. Et du coup, je me demandais en quoi cette nouvelle constitution, elle marque une rupture avec l'ordre constitutionnel post-révolutionnaire. Oui, bon, d'accord. Tout d'abord, la création de cette constitution qui est vraiment rocambolesque. D'abord, on a M. Kais Saïed qui affirme mordicus qu'il va respecter, qu'il est en train d'appliquer la Constitution 2014 et qu'il ne va pas faire rien. Puis on a ce décret 117 avec lequel il s'arroge tous les pouvoirs dans une conception moyenâgeuse. Et voilà, il nous dit que quelques textes vont être proposés pour la réforme. Donc, et là, c'est le flou. Et puis, c'était en décembre 2022. 2021, pardon, il nous sort une feuille de route qu'il a seul décidé. Donc, où est la souveraineté du peuple là-dessus? Et il a décidé de faire ce qu'on appelle une constitution électronique. C'est une invention de toute pièce de M. Kais Saïed. Il ne s'agit pas de référendum. C'est le ministère des télécommunications qui a organisé cette dite
consultation, bon, même le décompte des participants, il n'y a aucune garantie ou contrôle sur ces résultats. Mais bon, bref, 500 000 Tunisiens ont participé, paraît-il. Et sur la question, est-ce que vous voulez une nouvelle constitution? On maintient la constitution de 2014 et on la réforme. La majorité des gens qui se sont exprimés ont dit que non, ça va, on garde 2014 et on réforme. Et avec ça, on aura quelques mois après un décret avec lequel M. Kais Saïed désigne une commission pour préparer un projet de constitution. Il ne s'est pas concerté avec les gens qu'il a nommés. Résultat, beaucoup se sont excusés. D'ailleurs, ce qui est très signifiant, c'est que les doyens de faculté de droit ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils refusent d'instrumentaliser les institutions de faculté de droit dans cette démarche. Autrement dit, cette mascarade. Donc, il y a le JTT, qui est la centrale syndicale la plus grande du pays, la plus grande centrale syndicale, qui a refusé aussi de participer. Bon, sans entrer dans les détails, cette commission a préparé un projet qu'elle a présenté au président. Mais quelques jours après, on a un projet de constitution totalement différent. Le président de la commission lui-même est sorti dans les médias pour condamner ce nouveau texte et affirmer qu'il ne s'agit pas de travail de la commission. Donc voilà. Mais ça n'a pas empêché M. Kais Saïed d'appeler les électeurs au référendum du 25 juillet 2022. Et pendant la campagne référendaire, on a un nouveau décret où il a dit qu'il y a des erreurs qui se sont introduites dans son texte. Et il a complètement changé. En fait, il ne s'agit pas de correction, il s'agit de modification quelques jours avant le référendum. Bon, le référendum, normalement, c'est une question. Que dire de une centaine d'articles tout ensemble? Bon, en tout cas, bon, il n'y a pas eu vraiment d'adhésion des électeurs, puisque je crois un quart des électeurs ont participé seulement, ou un cinquième, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, et on a annoncé, voilà, la Constitution 2022. C'est une Constitution qui amène un régime hyper présidentialiste altéré. Donc voilà, il fait écho au décret 117-2021, c'est-à-dire il y a un seul pouvoir, c'est celui du président qui contrôle tout, et tous les autres pouvoirs dites fonctions dans la nouvelle Constitution sont satellitaires et dépendent du président de la République. Et voilà, donc on a assemblée des représentants du peuple dont on a vu le rendement. Elle est totalement à la botte du président. Et ce nouveau conseil régionaux des régions et des secteurs qui vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est exactement jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, bon, pour les droits et les libertés, bon, ça a été plus ou moins repris. On a, bon, quelques contradictions quand même. M. Kais Saïed a changé l'article 1er de la Constitution, qui est une formulation consensuelle, qui est une formulation consensuelle depuis 1959, c'est-à-dire la première constitution de la République tunisienne. Donc voilà, pour dire qu'en fin de compte, l'État n'a pas de religion et c'est du n'importe quoi. Alors il a apporté une nouvelle idée ou formule qui va à l'encontre de ce qu'il dit, c'est que la Tunisie fait part de la Oumma Islamia, donc on peut apporter la même logique
qu'est-ce qu'elle est la Oumma Islamia pour que la Tunisie soit c'est pas du droit, c'est pas de. Et puis on a l'article 5, ce curieux article 5 qui dit que l'État doit œuvrer pour la réalisation des finalités de la charia. C'est nébuleux, c'est pas clair, ça peut être dangereux même, sachant que ce week-end, il y a eu un AG d'un parti qui a été banni parce qu'il est contre tous les principes républicains, et avec ça il s'est tenu. Il n'y a rien de grave à cela. Peut-être c'est une application de ce mystérieux article 5. Pour revenir à la Constitution, je vais dire aussi que pas que le Parlement a souffert dans sa conception, mais aussi la magistrature qui n'est plus indépendante, et aussi la Cour constitutionnelle qui est désormais, maintenant, ses membres sont nommés par le président, donc qui n'est pas indépendante, et même dans ses prérogatives, elle ne peut pas révoquer le président ni arbitrer dans les différends, dans l'application de la Constitution entre le président et son gouvernement, par exemple. Et on a supprimé toutes les instances indépendantes, comme l'instance contre la corruption et l'instance pour les données personnelles et tout ça. Donc on a gardé seulement l'instance pour les élections que, bien sûr, le président nomme. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, j'aimerais bien me tourner vers les élections présidentielles et juste rappeler quelques chiffres. Donc, Kais Saied, il a été élu en 2019 à peu près 70% des voix. Et il a été réélu en 2024 avec plus de 90% des suffrages. Du coup, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui explique ce chiffre ? Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui aient voté pour lui, malgré le tournant autoritaire que la Tunisie a pris ? Peut-être je vais vous décevoir, on ne peut pas faire la comparaison. Méthodologiquement, on compare deux choses qui ont une même nature. Donc là, peut-être on peut parler de relation, pas de comparaison. En tout cas, je voulais dire que ces élections présidentielles de 2024, 6 octobre 2024, n'étaient pas tout simplement puisque le climat électoral était un climat d'horreur et d'interdiction, d'emprisonnement, de muselage, des atteintes de tout genre et contre tous. Ça, d'une part. On a un cadre juridique qui est tout à fait biaisé et altéré par plusieurs décrets. Et là, je sais que tout le monde n'est pas juriste, mais quand même, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes, c'est-à-dire les normes de droit ont une certaine hiérarchie pyramidale, comme le disait Kelsen. Donc, pour changer un texte, il faut que le nouveau texte soit dans le même rang ou plus supérieur. Alors là, on atteste à des fantaisies vraiment inouïes dans l'histoire juridique, avec un président, un individu qui prend un décret, le décret 117 par exemple, qui est supraconstitutionnel, qu'il modifie la Constitution. Les décrets aussi de M. Kais Saied et ces décrets-lois ont modifié les lois organiques, comme la loi organisant l'ISI, l'instance supérieure
l'instance supérieure indépendante des élections. En l'occurrence, elle n'est plus ni supérieure ni indépendante puisqu'elle devient l'instance présidentielle des élections. Le président nomme ses membres et plus grave que ça parce que quand on nomme quelqu'un dans un poste, on peut parler de devoir de d'ingratitude. Mais là, même le devoir d'ingratitude ne peut plus jouer parce que M. Kais Saïed peut aussi revoquer à tout moment tous les membres de l'ISI. Donc voilà, on peut dire que sans vraiment se soucier de l'objectivité, que c'est une instance du président de la République. Et d'ailleurs, son application, son rendement dans les présidentielles 2024 le prouve bien. Voilà, donc on a des décrets-lois aussi qui ont réformé la loi organique 16-2014 sur les élections et les référendums. Là aussi, toujours, les dés ne cessent d'être pipés pour en arriver au scrutin du 6 octobre 2024 et tous les abus qu'on a vus avec l'ISI et avant et pendant et après ces élections. Du coup, là, je voulais plus me tourner sur le volet répression, donc la répression qui sévit en Tunisie. Et je voulais également traiter du procès dit de complot contre la sûreté de l'État, qui a notamment frappé une quarantaine d'opposants politiques, notamment d'une peine de prison qui va de 13 à 66 ans. Et je voulais avoir votre avis dessus. Donc, est-ce que vous pensez que ce procès est symptomatique de l'état de la justice en Tunisie ? Bon, merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il est vraiment pas correct d'appeler ça un procès. Et là, je ne suis pas en train de caricaturer ni faire une métaphore. Ce qu'on appelle un procès est organisé dans le code de procédure pénale tunisien, comme dans tous les pays du monde qui ont un code de procédure pénale. Donc, dans un procès pénal, on a des mesures et des procédures à respecter. Avec quoi on peut passer et on peut délibérer sur quelque chose. Alors, dans ce procès, malgré que tout le monde, et je dis bien tout le monde, en Tunisie et en dehors, garde un œil sur ce procès, il y a eu 30 secondes de procès. Je m'explique. Donc, on a passé les 2 premières et même la 3e audience avec les avocats qui protestent contre une décision illégale de tenir l'audience à distance pour les détenus. Donc, dans la 3e audience, la séance est levée pour que le tribunal décide si oui ou non va amener ces détenus. Alors, avec ça, il y a d'autres demandes sur la forme. Par exemple, j'ai 2 clients qui ont demandé à être entendus, justement, par distance, parce qu'ils sont en France. Et il y a aussi ceux qui ont formé un pourvoi de cassation contre la décision de la chambre d'accusation. Donc, la séance reprend. Le président dit refuser tous les demandes et radier les noms de ceux qui ont formé un pourvoi d'appel, de cassation. Ça, tout d'abord, ça n'existe pas dans le code de procédure pénale tunisien, donc il a créé une nouvelle procédure. Et normalement, il doit lire la décision de la chambre d'accusation, auditionner
les détenus, parce qu'il y a 2 détenus qui sont là-bas, les inculpés, pardon. Il y a eu 2 inculpés et leurs avocats réclament qu'ils soient auditionnés. Et bien sûr, les témoins et les experts, s'il y en a. Et puis, c'est la défense, les plaidoiries, comme dans tous les procès dans le monde. Alors là, dans notre cas, après 30 secondes, 2-3 lignes de la décision de la Chambre d'accusation, le président a déclaré qu'il est impossible la poursuite de l'audience et qu'il va lever l'audience pour délibérer. Voilà, donc c'est un délibéré, sans plaidoirie, sans audition, sans rien. Peut-on appeler ça un procès ? A-t-on besoin de tas de certificats ou d'années d'expérience dans le domaine juridique pour dire que ce n'est pas un procès? Donc l'ironie de sort, on est passé de la réclamation d'un procès équitable à la réclamation d'un procès tout simplement pour essayer d'expliquer la situation. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous en prie. Du coup, là, on parlait plus des opposants et opposantes politiques. Et maintenant, j'aimerais bien me tourner vers les citoyens et citoyennes tunisiennes. Et notamment sur une partie de votre rapport. Donc, vous parlez de la criminalisation des mouvements sociaux. Et notamment sur la baisse de ces derniers. Et vous dites dans le rapport que c'est un indicateur d'un recul démocratique. Parce qu'effectivement, ce qui a vraiment animé la révolution de 2011, c'était ces mouvements sociaux. C'était la présence des corps intermédiaires qui maintenant a été totalement annihilée. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Bon, déjà, la réponse est dans la question, c'est-à-dire M. Kais Saïed et son régime sont bien conscients du rôle qu'a joué les corps intermédiaires, justement, dans la révolution, spécialement les syndicats dans leur structure régionale et locale. C'est pas la structure nationale qui a... On va pas faire le procès maintenant de l'UJTT, mais c'est l'UJTT et l'ordre des avocats et les partis opposants à l'époque. Donc ça explique bien pourquoi M. Kais Saïed et son régime ont cherché à justement annihiler tout corps intermédiaire. Parce que pour lui, c'est lui l'incarnation du peuple. Et il faut rien que soit entre lui et le peuple. Si c'est pas entre lui et lui, en fin de compte. Mais bon. Donc, c'était tout à fait normal que les mouvements sociaux soient atténués. Et n'oublions pas que les appareils de l'État sont complices avec M. Kais Saïed. Avec tout ce qui va avec de corruption, de menaces. Donc il ne faut pas oublier aussi que ces corps intermédiaires ont des problèmes internes, ont des problèmes de corruption que les appareils de l'État, notamment le ministère de l'Intérieur, excellent à exploiter. Merci beaucoup. Du coup, là, on parlait du rapport qui a été publié en 2024. Et j'avais aussi une question pour le possible rapport qui sera publié en 2025. Est-ce que vous avez une idée du contenu de ce dernier, des thématiques que vous allez aborder Merci. Bien que j'ai pas de boule de cristal en fait, mais je m'aventurer à prédire que si on continue sur ce rythme, ce serait encore plus volumineux parce que les autorités en place sont dans une logique d'exhibition. En fait, on n'est pas à l'ère de Ben Ali ou de Bourguiba où on viole les droits de l'homme quand on n'a pas vraiment d'autre solution.
Et on cherche de montrer patte blanche à l'étranger, à l'Occident, aux institutions onusiennes. Non, M. Kais Saïd est dans l'exhibition. Pour lui, comme le disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'être aimé. Hein. Donc il croit que tout en réprimant, il gagne en pouvoir et considère que en fait le peuple veut ça, veut le bâton et ne comprend qu'avec le bâton, comme on le dit souvent en Tunisie. Donc mais en revanche, il faut dire aussi que même si cette parenthèse autoritaire de M. Kais Saïd, et même si on va reprendre l'expérience ou la transition démocratique, parce que ça peut être d'un jour à l'autre, hein. C'est pas si consistant ce régime, mais on aura aussi un rapport de droits de l'homme à faire pour dire qu'en matière de droits de l'homme, on n'est jamais satisfait. Mais bon, il est vrai qu'il y a une différence entre peaufiner un système de droits de l'homme à l'ombre d'un régime ou avec un régime qui veut vraiment un taux qui diffère, mais il veut faire dans le respect des droits de l'homme, et d'un régime qui veut se montrer violent et qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui se le permet parce qu'il y a une complicité de l'extérieur, et je parle ici des États-Unis et de l'Union européenne puisqu'il est leur gardien de frontières. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, un peu plus donner des détails sur l'implication de l'Union européenne et ou de l'ONU sur la situation actuelle en Tunisie? Oui, je ne parle pas de complicité de solidarité, non, de complicité des belligérants décideurs déjà, dont l'Union européenne. Pour parler de l'Union européenne, bien sûr, on doit faire la différence entre différentes institutions européennes, mais c'est la Commission européenne là qui a signé un mémorandum avec M. Kais Saïd en détournant les règles internes de l'Union européenne, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ombudsman de l'Union européenne. Et puis, ce mémorandum viole d'une façon inacceptable l'article 2 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne qui est toujours en vigueur. Donc et puis c'est le court-termisme de certains dirigeants européens qui fait qu'ils ont besoin de résultats, et le dernier de leurs soucis, c'est les droits de l'homme, que ce soit des Tunisiens ou des migrants. Donc Madame Meloni, c'est elle qui est le leader dans ce sens. Elle a un pragmatisme qui tolère tous les abus de droits de l'homme. Et le dernier de ses soucis est que les conditions économiques et sociales des Tunisiens ou les conditions humanitaires de ces immigrés qui ont traversé tout le désert pour être amassés dans ce bagne de M. Kais Saïd. Donc c'est pour ça. Donc l'histoire dit que qui n'apprend pas de son histoire est condamné à le revivre. On a déjà fait ça avec Ben Ali, le dictateur avec le bâton qui interdit tout passage et garde les frontières, mais c'est la cocotte minute. Dans un temps, tout s'explose et des milliers qui sont pour l'ONU, vous savez, on ne peut pas vraiment
imputer à l'ONU une complicité parce que déjà elle n'a pas beaucoup de mécanismes ou même le processus de décision dans l'ONU, comme vous le savez, est très compliqué et c'est pas évident de avoir un soutien. Ça n'empêche, je tiens à remercier par exemple le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU, M. Volker, qui n'a pas hésité, maintes fois d'ailleurs, à critiquer et dire les cas de vérité de ce qui se passe en Tunisie et a invité plusieurs fois les autorités en place à respecter les droits humains des Tunisiens et des étrangers. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour avoir accepté notre invitation à ce premier podcast du CRLDHT. Et on espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup pour avoir suivi et à bientôt.